Bonjour Annick Cizel. Bonjour. Vous êtes spécialiste de politique étrangère, vous enseignez à l'université Sorbonne Nouvelle et vous avez écrit le chapitre intitulé « Les États-Unis et le multilatéralisme, histoire d'un désamour permanent » dans cet ouvrage collectif sur lequel on revient dans plusieurs émissions, L'état du monde 2020. Alors Donald Trump a déchiré les accords internationaux, comme l'accord de Paris sur le climat, conteste le multilatéralisme en permanence. Est-ce qu'on peut dire qu'il est une exception dans l'histoire des États-Unis de ce point de vue-là ? Alors, il est certain qu'il constitue un paroxysme dans l'histoire des États-Unis. Non, ce n'est pas une exception. Un premier exemple qui revient à l'esprit au XXIe siècle, c'est George W. Bush et sa guerre en Irak, qui est unilatérale, qui n'est pas multilatérale, qui se fait non seulement sans l'aval des Nations Unies, sans l'aval de l'OTAN, mais même contre le désir, contre la volonté, contre l'intérêt de certains de ses alliés les plus proches. La France et l'Allemagne viennent à l'esprit. Donc on a une scission au sein de l'OTAN. On est vraiment sur de l'anti-multilatéralisme sous George Bush à partir de 2003. Et on est vraiment sur une tradition très républicaine, très forte au sein du Parti républicain au XXIe siècle. Et pas que. Mais dans ce sens, donc, Donald Trump est vraiment dans une ligne plutôt droite, plutôt une perspective du parti qui l'a porté au pouvoir. Dans le même temps, c'est un peu un paroxysme aussi, parce que les déclarations de Donald Trump vont au-delà de l'unilatéralisme. Il vient communiquer, par exemple, à l'Assemblée générale des Nations Unies, et vient communiquer contre les Nations Unies, contre le multilatéralisme, en parlant non plus de les États-Unis affirment leur leadership et le reste du monde suivra s'il le souhaite, mais affirme un leadership nationaliste, ça n'est pas moi qui utilise le terme, il l'a utilisé, et est venu encore en septembre dernier, le 24 septembre je crois, dire aux Nations Unies qu'il croit dans non pas la souveraineté des peuples, mais le souverainisme, et que les mondialistes ne constitue pas l'avenir du monde. Donc il va plus loin que l'unilatéralisme de George Bush et que le Parti républicain en lui-même, en proposant peut-être une vision alternative, peut-être une autre forme de multilatéralisme, mais en tout cas qui ne correspond plus aux bases qui ont été jetées par ces mêmes Américains en 1945. Alors, en Europe, on voit le contraste énorme entre cette présidence et la précédente, celle de Barack Obama. Est-ce qu'on peut dire que Barack Obama, à l'inverse, était une exception pro-multilatéraliste aux États-Unis ? Alors là encore, oui et non. C'est-à-dire que dans la lignée de son parti, du Parti démocrate, il était dans une droite ligne de soutenir un multilatéralisme qui a été, si je peux le dire comme ça, porté sur les fonds baptismaux par trois présidents démocrates, Woodrow Wilson à la fin de la Première Guerre mondiale, puis Franklin Roosevelt et Harry Truman à la fin de la Seconde. Donc Barack Obama, dans ce sens, poursuivait une tradition multilatérale porteuse de valeurs américaines, d'une forme d'idéalisme, d'une diplomatie négociée et consensuelle qui était en droite ligne avec son parti. Et c'est vrai que l'engagement de Barack Obama pour la reconstruction des alliances à tous les niveaux, d'ailleurs qu'elles soient minilatérales avec, je pense à l'accord nucléaire iranien, ou qu'elles soient véritablement multilatérales aux Nations Unies, en réaction à George W. Bush et à la guerre en Irak, en réaction à l'anti-américanisme que cela avait généré, c'était un outil diplomatique entre les mains de Barack Obama. Pour autant, on oublie un petit peu quand on fait les bilans aujourd'hui que quand l'intérêt national des États-Unis ou des alliés premiers des États-Unis, je suis en train de penser à Israël, ne convergeait pas avec les alliés, Barack Obama pouvait devenir très unilatéral. Là encore, c'est le cas, et Nicolas Sarkozy à l'époque a eu beaucoup de mal à lui pardonner, le 23 novembre 2011, quand à l'UNESCO, la France soutient l'adhésion de la Palestine à l'UNESCO, contre évidemment l'avis d'Israël, mais contre l'avis des États-Unis, qui vont faire partie de la toute petite poignée de pays à s'aligner sur Israël et à condamner, à voter contre cette adhésion de la Palestine. Donc, quand l'intérêt national des États-Unis prime, même sur une présidence aussi multilatéraliste que celle de Barack Obama, le leadership va s'exercer à rebours du multilatéralisme et devenir unilatéraliste tranchant, en l'occurrence. Alors, est-ce que dans l'histoire des États-Unis, depuis leur fondation, on a toujours oscillé entre ces deux positions ? C'est ce qu'on enseigne un peu dans les cours d'histoire, multilatéralisme ou unilatéralisme. Est-ce que ce n'est pas nouveau finalement ? Est-ce qu'on ne découvre pas quelque chose qu'on avait un peu oublié à la faveur notamment des années de l'après-guerre en fait ? Oui, c'est vrai qu'on le découvre aussi aujourd'hui parce que tout simplement l'Assemblée générale de l'ONU est dans nos postes de télévision. Donc on met un petit peu plus l'accent aussi parce que les médias mettent l'accent dessus. Mais c'est vrai qu'on est sur une oscillation permanente
dans l'histoire des États-Unis. Littéralement, c'est dans leur ADN depuis la fondation même des États-Unis d'Amérique en 1776. Leur premier président, le général en chef George Washington, qui a gagné la guerre contre les Britanniques, quand il devient le premier président des États-Unis, met en garde son pays contre ce multilatéralisme, ces alliances permanentes qui peuvent entraver la liberté de construction de la jeune République des États-Unis. Et George Washington proclame une nécessité de l'unilatéralisme pour ne pas se laisser piéger finalement dans les guerres des autres. À l'époque, il pense évidemment à la Grande-Bretagne, mais il pense aussi à l'allié français qui a aidé les États-Unis pendant l'indépendance. On ne va pas rentrer dans ces guerres napoléoniennes, on ne va pas prendre fait et cause pour des alliés permanents qui nous entraîneront dans leur conflits, que ce soit des conflits commerciaux ou véritablement militaires. Donc on a cette oscillation entre des États-Unis qui, quand ils deviennent capables de puissance, quand ils deviennent capables, qu'ils ont la capacité du leadership et qu'ils ont donc la capacité d'être les leaders d'un système multilatéral, gardent en tête néanmoins cette mise en garde du premier président George Washington contre les alliances permanentes. C'est-à-dire que les alliances, elles peuvent être des coalitions, elles peuvent être ponctuelles. C'était l'idée de la guerre en Afghanistan. Immédiatement, dans l'immédiateté des attentats du 11 septembre, ce devait être une coalition ponctuelle. Elle est devenue permanente alors que la guerre en Afghanistan n'est toujours pas terminée aujourd'hui. Et là, elle se heurte à cette tradition de « attention, les alliances permanentes s'expriment au contraire, à contrario de notre intérêt national, et donc peut-être que le leadership américain peut être appelé à ne plus s'exercer ». Bien, merci beaucoup Annick Cizel de cet éclairage qui nous aide à comprendre l'histoire que nous vivons, le moment présent que nous vivons à la lumière de l'histoire. Je l'espère en tout cas. Merci à vous.